Bonsoir, bienvenue sur France 3 Lorraine et sur France Bleu Lorraine pour cette grande soirée des législatives. Ce soir, le service public vous propose 3 grands débats pour vous éclairer dans vos choix avant les élections anticipées des dimanches 30 juin et 7 juillet. Premier débat de la soirée, il concerne la circonscription de Metz 3 qui comprend notamment le quartier de la Patrotte à Metz, de Saint-Julien-lès-Metz et également de Pange. Une troisième circonscription à la fois urbaine et rurale, gagnée par la gauche il y a 2 ans, qui avait remporté son duel face au Rassemblement national. Un débat co-présenté avec Fanette Hourde de France Bleu. Bonsoir Fanette. Bonsoir Christophe. Vous allez nous présenter tout de suite nos invités. Et on va commencer par Charlotte Leduc. Vous êtes donc la députée sortante de cette circonscription, députée La France Insoumise, et vous êtes candidate pour votre réélection pour le nouveau Front Populaire. Nathalie Colin-Austerlet, vous êtes candidate de centre droit, conseillère municipale de Metz. Vous étiez candidate aux dernières élections européennes sur la liste du républicain François-Xavier Bellamy pour rester députée européenne. Vous n'avez pas conservé votre siège et vous vous relancez donc dans ces nouvelles élections. Et Victor Chomard, vous êtes le nouveau visage de cette 3e circonscription de Moselle. Vous êtes conseiller municipal à Ars sur Moselle, commune au sud-ouest de Metz, ancien attaché parlementaire du député du Var Philippe Lothiot, et vous êtes donc candidat en Moselle pour le Rassemblement national. Et je vais vous donner tout de suite la parole, Victor Chomard, puisque vous allez chacun vous présenter en quelques mots. Donc dites-nous, qui êtes-vous ? Je suis marié, père d'un enfant, je suis né, j'ai grandi à Metz, je suis effectivement collaborateur parlementaire à l'Assemblée, je suis diplômé de Sciences Po Paris, conseiller municipal à Ars-sur-Moselle, et moi je suis de conviction gaulliste, j'étais avant chez LR, et j'ai fait le constat de la trahison de la France par les partis traditionnels de la droite et du centre, et en 2022, j'ai rejoint le Rassemblement national pour ne plus cautionner ce système. Nathalie Colin-Austerlet, à votre tour de vous présenter. Alors, je suis la candidate soutenue par l'ensemble des forces du centre et de la droite républicaine contre les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Je suis maman de 3 enfants, mariée depuis de longues années, messine. Je suis élue à Metz, vous l'avez dit, depuis 2001. J'ai été conseillère régionale, vice-présidente du département de la Moselle. Je suis diplômée notaire et effectivement, j'ai été députée européenne de 2019 à 2024, où j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de santé, lutte contre les pénuries de médicaments, contre la marchandisation du corps humain, contre les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, je veux mettre cette expérience au service du territoire et de ses habitants. Et pour terminer, Charlotte Leduc. Alors moi j'ai 44 ans, je suis maman de 2 jeunes enfants, je suis la députée sortante, je suis archéozoologue de métier. J'ai toujours été très engagée dans la lutte notamment contre les inégalités, pour la justice sociale, pour l'écologie. C'était un engagement qui était associatif jusqu'à mon élection en 2022. J'étais engagée à Attaque et je portais notamment un grand combat déjà en tant que militante sur la question de l'évasion fiscale, dont j'espère pouvoir vous reparler tout à l'heure parce que c'est un combat que j'ai poursuivi lors de mes 2 premières années de mandat à l'Assemblée nationale. Alors voilà pour les présentations. Charlotte Leduc, vous avez fait, vous l'avez dit, vos premiers pas à l'Assemblée nationale il y a 2 ans. Quel est votre bilan d'un demi-mandat de député ? Vous avez notamment beaucoup travaillé sur la question de l'évasion fiscale qui représente de 80 à 120 milliards d'euros. Oui, alors pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important. Pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que la plupart des Français, la très grande majorité des Français, les travailleurs, les citoyens, les patrons de TPE, PME, chacun ici paye ses impôts. Mais il existe en France des personnes, notamment très très riches, ou les entreprises, les grandes multinationales cotées au CAC 40, qui échappent à l'impôt, qui ont cette possibilité de le faire parce qu'elles ont la possibilité de délocaliser leurs bénéfices. Donc c'est un vol... vous l'avez dit, très conséquent. On estime à 100 milliards par an le manque à gagner pour l'État. Donc c'est d'abord une injustice totale puisqu'il s'agit d'argent volé et c'est aussi un scandale budgétaire parce que c'est ça qui conduit, qui a des conséquences très concrètes sur l'effondrement des services publics, ce qui conduit à l'effondrement notamment de l'éducation nationale, de la santé. Et c'est pour ça que, pour moi, il s'agit d'un sujet extrêmement central qui devrait être au cœur de l'action publique et c'est tout le travail que j'ai mené pendant ces 2 années et que j'aimerais bien pouvoir continuer et voir aboutir.
Nathalie Colin-Osterlé, vous êtes Messine, vous le disiez. Très rapidement, après l'annonce surprise d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, vous avez annoncé être candidate pour ces législatives. De candidate aux européennes, vous passez donc candidate aux législatives. Vous avez pu mettre au point aussi rapidement un programme. Quelles sont, vos propositions ? Écoutez, la dissolution, personne ne l'attendait. Et c'est vrai que lorsque l'annonce est arrivée, elle a surpris évidemment tout le monde. Mais surtout, je me suis rappelé de ce qui s'était passé en 2022. En 2022, beaucoup d'électeurs ont été confrontés à ce choix impossible entre LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Et donc, je ne pouvais pas rester spectatrice de cela. J'étais déjà candidate en 2022. C'est la division aussi du centre et de la droite qui avait amené à ce deuxième tour avec ce choix impossible dont je viens de parler. Et donc, pour moi, il était indispensable de m'engager pour ne pas que les habitants soient encore, je veux dire, otages de ce duel mortifère pour notre pays et pour notre territoire. Donc cette candidature, elle a été soutenue par, c'est ce que je vous disais en introduction, l'ensemble des forces du centre et de la droite républicaine pour battre les extrêmes. Donc votre programme, c'est la lutte contre les extrêmes. C'est la lutte contre les extrêmes, ça n'est pas que ça évidemment. Nous avons des tas de propositions sur le pouvoir d'achat, sur tout ce qui est régalien, l'autorité, la sécurité, l'école bien sûr, mettre fin au communautarisme, vraiment avec un programme sur la laïcité qui est très fort. Mais aujourd'hui, nous pensons que les annonces qui ont été faites, les programmes, que ce soit LFI où le Rassemblement national mène au chaos en termes économiques. Aucun économiste sérieux ne peut dire aujourd'hui que ces programmes sont finançables. Donc le sujet, c'est d'éviter ce chaos économique et aussi ce chaos sociétal, parce que nous pensons que la France est déjà suffisamment fracturée sans dresser un bloc contre un autre. On va donner la parole à M. Chomard. Alors, M. Chomard, il y a 2 ans, c'est Françoise Grollet qui menait la bataille pour le Rassemblement national. Vous êtes, vous le disiez, conseiller municipal d'Ars-sur-Moselle, qui est dans la 2e circonscription. Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui dans cette 3e circonscription ? D'abord, je voudrais quand même rectifier une petite chose. Il n'y a pas d'extrême au Rassemblement national. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste. Je viens de la droite. Vous êtes défini comme parti d'extrême droite par l'ARCOM, par exemple ? Par l'ARCOM peut-être, mais par le Conseil d'État aussi, qui est dirigé par un ancien socialiste. Donc je ne pense pas que ce sont des étiquettes pertinentes pour qualifier un parti comme le Rassemblement national, qui est au contraire peuplé depuis des années de tout un tas de personnalités qui, comme moi, viennent soit des Républicains, soit de Debout la France, soit de la société civile, soit de partis souverainistes divers. Il n'y a pas d'extrême au Rassemblement national, ça c'est la première chose. Quant à la question de Madame Pourquoi Grollet, vous êtes dans cette circonscription ? Alors, pour ce qui est de la circonscription numéro 3, moi je suis conseiller municipal depuis 2020 à Ars-sur-Moselle. Ars-sur-Moselle, c'est effectivement dans la 2e circonscription. Personne, moi je suis sur le terrain depuis la semaine dernière, personne ne voit de contradiction. J'estime que quand on est élu à Ars-sur-Moselle dans la métropole de Metz, on peut très bien défendre l'ensemble de l'arrondissement de Metz en général. C'est une élection nationale de toute manière, donc il n'y a pas d'obligation de rattachement strict à une circonscription. Les gens que je rencontre ne m'en font jamais le reproche. Et par ailleurs, je suis né à Metz, j'ai grandi à Metz, je suis issu d'une famille lorraine depuis le XVIIe siècle, donc je n'ai aucun problème de légitimité à me présenter dans cette circonscription. Victor Chomard, on est dans une élection, une campagne qui est très très courte. Le scrutin arrive très rapidement. Le Rassemblement national, on le sait, vient de réaliser des scores historiques partout en France, y compris en Moselle. Malgré tout, comment faire campagne dans ce contexte ? On est porté par d'excellents résultats, mais on est dans une campagne éclair. On est dans une campagne éclair, ça c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron qui a choisi de prendre le délai le plus court concernant la campagne électorale. Il aurait pu faire plus long comme en 97. On comprend bien que c'est une stratégie pour couper l'herbe sous le pied à tous ses adversaires. Ça vous dérange ce délai raccourci ? Écoutez, on s'adapte. La Commission nationale d'investiture du Rassemblement national a travaillé pendant 2 jours pour investir ses 577 candidats, pour monter une alliance avec les Républicains. J'annonce d'ailleurs que, s'agissant de la droite et du centre, j'ai reçu dimanche un appel qui me confirme le soutien officiel d'Éric Ciotti et de Guillaume Carayon, qui est le président des Jeunes Républicains et qui est un ami personnel. Donc nous sommes prêts dans cette circonscription. Nous avons rassemblé tout un tas de personnalités et de partis qui souhaitent
former un gouvernement d'union nationale. Et nous sommes prêts à faire campagne jusqu'au 8 juillet, jusqu'au 7 juillet, date du second tour. Une campagne des législatives qui est donc aussi brouillée par les tractations de différentes alliances au niveau national, mais y compris au sein des circonscriptions. Je me tourne vers vous, Nathalie Colin-Osterlé, puisque vous étiez déjà candidate dans cette circonscription en 2022, sous l'étiquette UDI. Aux dernières élections européennes, vous étiez sur la liste de François-Xavier Bellamy, républicain. Aujourd'hui, quelle est votre étiquette ? Qui vous représentez ? Mon étiquette, c'est toujours la même depuis 20 ans. J'étais à l'UDF, je suis depuis 20 ans au Nouveau Centre, les centristes, qui est un parti de centre-droit, dont le président est Hervé Morin, qui est président de la région Normandie, qui siège dans les exécutifs avec la droite républicaine. Donc mon étiquette, elle n'a jamais changé. Moi, je veux dire, mon parcours, il est clair, ma ligne, elle est claire, elle est cohérente, et surtout, j'ai toujours défendu mes convictions. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, cette candidature, elle est faite aussi pour dénoncer les excès et la démagogie absolue, le populisme absolu de mes adversaires. Je regardais le programme LFI versus Front Populaire, c'est 300 milliards de dépenses supplémentaires, 80 milliards d'impôts supplémentaires et 1,2 milliard d'emplois détruits. Le Rassemblement national, c'est 100 milliards de dépenses supplémentaires par an, non financées, et donc forcément avec des augmentations d'impôts. Et ça, je le répète, tous les économistes se l'accordent pour le dire. Deuxième chose, pardon, je finis. Mon engagement, il est aussi contre les extrêmes, parce que les extrêmes, ça veut dire quelque chose. Moi, je ne peux pas, aujourd'hui, me déshonorer à aller avec des personnes qui tiennent des propos racistes et xénophobes, comme cela se fait à l'extrême droite, et je ne peux pas non plus admettre les propos antisémites et islamo-gauchistes du parti que représente Madame Leduc. Et nous ne voulons ni l'un ni l'autre. Madame Colin-Osterlé, il y a quand même une question qui se pose en termes de positionnement politique. Vous disiez, vous êtes au centre, malgré tout. Est-ce que vous êtes la candidate de la majorité présidentielle ? Il y a eu des discussions avec Renaissance, vous vous êtes mis d'accord en Moselle pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Je ne me suis mise d'accord avec personne, je me suis présentée. Et je pense que tout le monde a pris ses responsabilités. Je n'étais pas macroniste hier, je ne le suis pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un réel danger de voir ce pays tomber entre les mains des extrêmes. Mais vous êtes prête malgré tout à accueillir les voix macronistes. Le sujet, écoutez, moi je ne suis pas... C'est exactement ce que je disais toujours. Moi, je ne suis pas propriétaire de mes voix et personne n'est propriétaire de ses voix. Je pense que toutes les forces qui veulent aujourd'hui lutter contre les extrêmes, parce que les programmes économiques sont complètement délirants et parce que ce sont des partis extrémistes avec de la xénophobie et du racisme, avec de l'antisémitisme et de l'islamo-gauchisme. Alors on va laisser la parole justement à Madame Leduc, qui est donc la députée sortante, la France Insoumise, qui se présente pour le nouveau Front Populaire. Vous êtes islamo-gauchiste ? Non, mais moi, alors déjà, vous avez cité tout à l'heure la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État a établi clairement que la France Insoumise n'était pas un parti d'extrême gauche. On n'est pas un parti révolutionnaire. Ça a été acté. On a un parti, un programme de gouvernement. On n'a absolument aucune notion de révolution. Donc, on n'a pas été classé à l'extrême gauche. Je tiens quand même à le rappeler fermement. Sur les accusations d'antisémitisme, pour moi, c'est d'une violence extrême et on n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Je vous demande vraiment de me prouver à quel moment vous avez la capacité de lorsque prouver M. Mélenchon dit que l'antisémitisme est un détail, excusez-moi... Non, il n'a pas dit ça. Il a absolument pas dit ça. Donc, non, mais oui. Vous pouvez attaquer frontalement les choses sur ce sujet-là, si vous le souhaitez, si vous avez que ça à dire là-dessus, très bien. Sur les économistes, on a une bardée d'économistes absolument sérieux, notamment Esther Duflo, prix Nobel de l'économie en 2019, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, des économistes qui travaillent activement sur la question du chiffrage du programme du nouveau Front Populaire. On est sans cesse attaqué là-dessus, c'était déjà le cas avec la NUPES. On est les seuls à proposer un chiffrage. Il est estimé à combien du coup ? Il est estimé, en réalité, là je ne peux pas vous dire à combien il est estimé précisément. Ce que je veux vous dire, c'est que ce programme, il est chiffré sur un changement de paradigme qui s'appelle le partage des richesses. C'est-à-dire qu'on va revenir sur l'ensemble des cadeaux fiscaux qui ont été faits sous Emmanuel Macron, qui se comptent en centaines de milliards, 200 milliards donnés aux entreprises sans contrepartie. On va rétablir une justice fiscale, et là c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, qui fait qu'on va pouvoir redonner de l'argent
au service public. En fait, il s'agit simplement de partager les richesses et d'aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire chez les très grandes multinationales qui échappent à l'impôt ou les plus riches de ce pays. Rétablir un ISF pour financer les services publics ou la bifurcation écologique. Moi, je voudrais redire les choses sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans le pays. On est dans un moment qui est historique. La gauche a pris ses responsabilités. On a réussi à faire une union en 4 jours. Mais est-ce qu'elle est crédible, cette union? Pardon, parce que la NUPES, elle avait été créée. On a vu que la NUP s'est délitée au fur et à mesure du temps. Alors la NUP s'est délitée pour on peut dire des questions de chapelle. En réalité, à l'Assemblée nationale, on a toujours voté ensemble. Et c'est ça le principal. C'est-à-dire que si on arrive majoritaire à l'Assemblée nationale, on va pouvoir changer la vie des gens immédiatement parce que sur 95% des propositions de fond, on est d'accord. Le Front populaire, c'est pas uniquement les partis politiques de gauche qui s'accordent. C'est le monde syndical, c'est le monde associatif partout qui sort de sa réserve pour appeler à un sursaut pour le nouveau Front populaire. Il y a tout de même des divergences énormes au sein des partis qui composent le nouveau Front populaire. On a des divergences, on ne va pas se mentir, mais on a tous... Irréconciliables? Pas du tout. Tous et toutes saisi la gravité de la situation. On a le Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir. On est clair et net là-dessus sur faire une union qui doit être solide pour empêcher ça, mais pas que ça. C'est aussi un programme, le nouveau Front populaire. C'est un programme avec des mesures dans les 15 jours, dans les 100 jours, pour que la vie des gens change immédiatement, pour que les gens retrouvent du souffle en termes de pouvoir d'achat notamment, et que les gens reprennent confiance en la politique. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir agir immédiatement. Moi, vraiment, j'alerte sur ce qui se passe dans le pays. On a des centaines de personnes qui toquent à nos portes tous les jours pour entrer en campagne avec nous. C'est du jamais vu. Victor Chomart, si vous êtes élu député d'ici 3 semaines, quelles seront vos priorités, vos 2 propositions de loi qui seraient les plus importantes? Il faut quand même que je réponde à certaines choses parce que moi, j'ai quand même observé qu'il n'y a effectivement pas de candidat Renaissance dans cette circonscription. Et autant on peut reprocher des choses à Madame Leduc et moi, mais au moins, nous, on assume nos étiquettes politiques. Il faut, pour que les électeurs soient correctement informés, savoir dans quel groupe, Madame Colin-Sterling, vous allez siéger si vous êtes élu député. Je siégerai, Monsieur Chomart, dans le groupe. Je crois que la droite va se reconstruire, j'y crois beaucoup. En tout cas, on vous laisse ceux qui sont partis avec vous, on n'en veut pas. On est très fiers de les avoir. Je crois que la droite avec républicaine, mais c'est très bien. Nous, on veut reconstruire justement un groupe de centre-droit et de droite républicaine. Je le dis, je n'étais pas macroniste hier, je ne suis pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'enjeu, il est ailleurs. Je crois que Macron va avoir besoin de vous. Ce n'est pas un sujet de chapelle aujourd'hui, c'est un sujet de danger pour le pays. Monsieur danger Chomart, économique, on revient danger sur sociétal. vos priorités parce que hier soir sur France 2, Jordan Bardella, qui était invité, a déjà repoussé à plus tard certaines mesures phares du programme, comme l'abrogation partielle de la réforme des retraites ou certaines mesures de pouvoir d'achat. Écoutez, sur la question du programme, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on est dans une élection législative qui n'est pas corrélée à la présidentielle. C'est-à-dire que si nous gagnons, nous nous retrouvons dans un gouvernement de cohabitation. Ça change énormément de choses sur ce que nous pouvons faire concrètement. Et en plus de ça, on arrive dans une situation budgétaire qui est catastrophique. Enfin, vous savez quand même qu'il y a plus de 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes, 900 milliards de dettes créées rien que dans les 7 dernières années. Dans les 7 dernières années, vous imaginez quand même le fardeau qu'on va devoir avoir. Donc ce budget et la coalition, vous pouvez faire? Il y a 2 étages de la fusée. Le premier étage, c'est des mesures d'urgence dès cet été. Parce que nous, on est attachés à 3 choses qui doivent être traitées dès cet été. Le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Sur le pouvoir d'achat, c'est la baisse immédiate de la TVA sur les carburants, sur le fuel, sur l'essence, sur le gaz. Vous avez également sur la sécurité, les peines planchées et la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes. Et sur l'immigration, la question du droit du sol, la question de l'AME et la question des OQTF et de comment on fait pour expulser plus vite les clandestins. Ça, c'est dès cet été parce qu'on ne sera que dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative. On ne sera pas dans un budget de l'État de la loi de finances de l'année. Ensuite, à la fin de l'année, viendra un deuxième temps qui sera celui de réforme de simplification et de fonds sur les normes qui entravent les entreprises. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous aurez la réflexion sur l'abrogation de la réforme des retraites, parce que j'ai entendu tout un tas de fausses informations sur ce sujet. Le discours a bien varié en la matière. Non, il n'a pas varié. Et c'est important pour nos téléspectateurs. Il a varié. Non, il n'a pas varié. À l'Assemblée nationale, nous avons voté contre la réforme des retraites. Nous avons même
mis à la proposition une motion référendaire que la France Insoumise a refusée d'ailleurs, puisque nous proposions de mettre ce projet de loi sur la réforme des retraites au référendum. La France Insoumise l'a refusé d'ailleurs. Et donc nous sommes clairs, on veut abroger cette réforme des retraites parce qu'elle est injuste, parce que nous voulons que, quand on a commencé à travailler avant 20 ans notamment, on puisse partir à 60 ans avec les 40 annuités, ça c'est clair et net, et qu'ensuite il y ait une progressivité ensuite pour ceux qui ont commencé à travailler plus tard, parce que c'est normal et c'est raisonnable. Nous ne disons pas aux Français, on va raser gratis, parce qu'il ne faut quand même pas leur mentir. Non. Et on a beaucoup de pistes d'économie. On a beaucoup de pistes d'économie qui sont très intéressantes. Alors, je m'interroge, vous venez d'annoncer que vous arrivez dans un contexte budgétaire désastreux occasionné par M. Macron, et vous annoncez que la seule mesure pour le pouvoir d'achat pour les gens, ce sera de baisser la TVA. Vous allez faire comment pour le budget de l'État? Dans quel état va être le budget à l'issue de ce genre de proposition? Donc vous êtes contre la baisse de la TVA sur le carburant? Moi, je suis pour le blocage des prix. Nous portons des mesures qui sont claires de blocage des prix, d'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, c'est la seule façon de donner efficacement du pouvoir d'achat aux Français. Comment vous financez cette augmentation donc vous allez voter à la fin de l'année notre proposition d'augmenter les salaires nets de 10%. Une fiscalité qui est progressive avec un impôt sur le revenu de 14 tranches, c'est-à-dire que c'est des impôts qui vont baisser pour les gens CSG progressive aussi. Ce sont CSG progressive, impôt sur le revenu progressif, ce qui veut dire que la plupart des gens, 92% des contribuables vont voir leurs impôts baisser. C'est-à-dire que ce seront les tranches les plus riches qui vont payer à partir de quel niveau de salaire d'impôt. À partir en dessous de 4 000 € par mois, par personne, vous n'avez aucune augmentation d'impôts. Donc ça va toucher les plus riches de ce pays. Retour de l'ISF, c'est comme ça qu'on finance les choses. Je rappelle l'arnaque sociale qu'est le Rassemblement national. Vous avez voté contre l'augmentation du SMIC et l'indexation des salaires sur l'inflation. Vous avez voté contre la cantine gratuite. Mais vous ne voulez pas smicardiser les gens, vous ne voulez pas les augmenter. Il faut augmenter les salaires des classes moyennes. Nous, on augmente le SMIC et on augmente tous les bas salaires qui suivent derrière le SMIC. Vous ne voulez pas augmenter les salaires. La gratuité des premiers mètres cubes d'eau, vous avez voté contre. Le blocage des prix de première nécessité, vous avez voté contre. Le rétablissement d'un ISF, vous avez voté contre. Donc moi, j'alerte vraiment sur cette arnaque que vous êtes, de dire sans cesse que vous allez faire ceci, faire cela, sur la réforme des retraites. Je veux dire, tout le monde voit clair dans votre jeu. Vous allez reprendre les manettes derrière Emmanuel Macron, qui a bien préparé le terrain, et continuer cette politique. Non. Avec du racisme en plus et de la discrimination. Il n'y a pas de racisme. Déjà, vous me qualifiez pas de raciste. Je ne vous ai pas qualifié de raciste. Je dis que c'est une politique qui est raciste dans la mesure où il y a la préférence nationale. Donc, c'est la politique de votre programme. Je vais vous poser une question, puisque vous êtes archéologue, donc vous aimez l'histoire et ça doit vous intéresser. Je vais vous donner une petite citation. Qui a dit, je cite, donner ordre au préfet de refouler impitoyablement tout étranger qui cherchera à s'introduire sans passeport ou titre de séjour valable. C'était Marx Dormoy, le ministre socialiste de l'Intérieur du Front populaire, le vrai, en 1937. Donc c'est vous qui avez trahi les travailleurs. D'accord. Il y a quand même une question qui se pose aussi, Victor Chomart, sur la question sociale. On parlait des revenus de salaire, vous voulez augmenter les salaires de la classe moyenne. Qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui sont en dessous de la classe moyenne, qui sont sous le seuil de pauvreté? Comment vous les aidez concrètement, ces gens? Écoutez, ça, il faut relancer l'économie. Il faut relancer l'économie. Et vous ne pouvez pas relancer l'économie si vous ne remettez pas en cause, par exemple, les traités de libre-échange que l'Union européenne a contractés avec... vous avez, par exemple, le Mercosur qui a été validé il y a quelques semaines au Parlement européen. Nous croyons en une voie française de l'économie. Nous ne sommes ni des collectivistes, ni des ultralibéraux comme Emmanuel Macron. Nous croyons en une voie française qui laisse de la liberté aux petits, parce que nous pensons que les artisans, les commerçants, toutes les petites entreprises doivent pouvoir évoluer avec le moins d'impôts possible. Mais par contre, nous assumons une vision colbertiste de l'économie pour ce qui est des grands secteurs. Et d'ailleurs, nous avons prévu, à la fin de l'année, de mettre sur la table des recettes supplémentaires en supprimant un grand nombre de niches fiscales que des grandes entreprises utilisent aujourd'hui et qui ne payent pas leurs impôts. Donc, si vous voulez, on n'a pas de leçons à recevoir sur la question-là. On pense par exemple aux armateurs qui profitent de niches fiscales qui sont assez scandaleuses. Donc nous, on a un programme qui est pas dogmatique en point de vue économie. On assume complètement. On n'a pas une doctrine absolue qu'il faudrait respecter. Nous sommes des Français. Nous voulons protéger d'abord l'économie française et les Français. Et nous pensons que ça va profiter à tout le monde. Charlotte Leduc, votre position, vous avez une vision diamétralement opposée par rapport à Victor Chomart. Vous misez aussi, c'est vrai que
le pouvoir d'achat a été un gros thème de campagne pour le Rassemblement national. On voit que le nouveau Front populaire s'attaque aussi à cette question après l'avoir un petit peu délaissée. Mais c'est un thème de campagne pour le Rassemblement national, mais je le rappelle, il n'y a pas de mesure concrète qui va... Enfin, je veux dire, relancer l'économie. Si on veut relancer l'économie, il faut commencer par relancer la consommation populaire, et pour ça, il faut augmenter les salaires. Les dépenses publiques, c'est un investissement pour faire tourner l'économie. C'est comme... Enfin, je veux dire, il faut voir les choses comme dans un cercle vertueux. Il faut qu'on parte des besoins de la situation. On doit avoir une politique qui s'occupe de la population. On ne peut pas faire une politique uniquement pour les marchés financiers ou pour le grand patronat sans penser aux besoins de la population. On doit investir dans l'hôpital, on doit investir dans l'école. Moi, j'ai fait le tour de ma circonscription pendant 2 ans pour aller voir les familles qui s'opposaient à des fermetures de classes dans leur village, parce qu'une fermeture de classe dans un village, c'est un risque de fermeture d'école et c'est la mort d'un village. Il n'y a plus de services publics partout. Il n'y a plus d'accès à l'hôpital, à la santé, il n'y a plus de services de poste. Ça entraîne la fermeture des commerces et des villages dortoirs qui sont totalement abandonnés, sans transport. C'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont les Françaises et les Français ont besoin. On va aussi laisser le temps à Nathalie Colin-Osterlé de donner son avis sur la question, le pouvoir d'achat, l'économie du pays. Mais la question, alors, s'il vous plaît. Oui. Simplement pour dénoncer, je l'ai fait tout à l'heure, des dépenses qui ne sont pas financées par des recettes, et ça c'est très grave. Sur les retraites, simplement une chose, vous voulez tous réformer, revenir sur la réforme des retraites. Je rappelle quand même que le Conseil d'orientation des retraites disait il y a quelques jours que la réforme n'était pas suffisante par rapport au vieillissement de la population et qu'il faudrait passer à 66 ans. Donc à un moment donné, la démagogie, ça suffit. Effectivement, on fait des cadeaux à tout le monde, c'est Noël, mais enfin après il va falloir quand même il va falloir quand même être un peu plus sérieux. Alors non mais attendez, je me permets de vous interrompre parce que l'ARCOM nous impose d'entendre également les 2 autres candidats qui se présentent dans cette circonscription. C'est ce qu'on va faire. On va donc sur le pouvoir d'achat, peut-être. On va écouter les 2 candidats qui se présentent également dans cette 3e circonscription, en l'occurrence Gaël Diaferia pour le MPA et Étienne Odara pour Lutte ouvrière. On les écoute. Voter pour Lutte ouvrière, c'est voter pour son camp, c'est voter pour le camp des travailleurs. Et si nous avions beaucoup de voix, c'est envoyer à l'Assemblée des députés qui seraient les yeux et les oreilles des travailleurs, qui voteraient contre toutes les saloperies qui se font à l'encontre du monde du travail et qui, bien sûr, approuveraient les mesures si elles étaient favorables. Voilà. Voter Lutte ouvrière, c'est un vote de colère. C'est un vote pour dire qu'il faudrait que les travailleurs renversent le capitalisme. C'est la seule force qui est capable de le faire, parce que le capitalisme est le responsable de tous nos maux. Que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit la guerre qui menace de dégénérer en 3e guerre mondiale, que ce soit la situation économique et le drame dans lequel vivent de nombreuses familles. Alors voilà, c'est un vote de fierté ouvrière, c'est un vote de conscience ouvrière. Nous, on interviendra bien sûr dans la campagne pour discuter de comment il faut faire pour battre l'extrême droite, pour en finir avec le poison réactionnaire, mais on interviendra aussi sur les questions sociales, la nécessité d'augmenter les salaires, d'indexer les salaires sur les prix, d'interdire les licenciements, en réalité de retirer au patronat le droit de décider pour nos vies. Nous, ce qu'on va essayer de dire dans cette campagne, c'est pour ça qu'on est candidat, on se saisit du moment électoral pour dire que les travailleurs, les travailleuses, celles et ceux qui font tourner toute la société, dans les usines, les EHPAD, les écoles, c'est eux qui doivent décider tous les jours. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Maintenant, nos invités ont 30 secondes pour convaincre. On commence par vous, Victor Chomard, donc du Rassemblement national. Pourquoi faut-il voter pour vous le 30 juin ? Le choix sera simple. Il y aura 2 candidates, l'une qui encourage et l'autre qui accompagne le déclin de la France. Il y a une extrême gauche intolérante et collectiviste, c'est le vote Leduc. Et il y a la poursuite du macronisme qui a ruiné la France et divisé les Français, c'est le vote Colin-Osterlé. Il faut une rupture franche, mais raisonnable, en élisant un député qui a les pieds sur terre et qui soutiendra un gouvernement d'union nationale, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Le 30 juin, le seul vote utile, c'est le vote Rassemblement national. Merci Nathalie Colin-Osterlé, c'est à votre tour, 30 secondes. Le 30 juin, j'en appelle à votre lucidité, à votre responsabilité. Ne vous laissez pas berner par des promesses populistes, parce que le réveil va être extrêmement douloureux. Que ce soit le RN ou LFI au pouvoir demain, ce sera le chaos économique et sociétal. Alors je crois que nous devons unir nos forces pour répondre à votre colère, redonner tout son sens à la valeur travail, améliorer nos services publics pour le pouvoir d'achat des Français en redonnant, c'est ce que je disais, tout son sens à la valeur travail, et puis pour restaurer l'autorité. Merci.
Charlotte l'autorité. Leduc. Les 30 juin et 7 juillet prochains, vous avez le choix entre deux modèles de société. Vous avez le Rassemblement national, qui est le programme libéral de la Macronie sur fond de racisme et qui est un projet dangereux. Et vous avez le nouveau Front populaire. Nous avons un programme clair qui va changer la vie des gens dès le lendemain des élections. Le 30 juin et le 7 juillet, vous avez la possibilité d'en finir avec Emmanuel Macron, d'en finir avec ce projet du pire et de vivre enfin des jours meilleurs. Merci à vous trois, merci Fanette, merci à vous de nous avoir suivis. La soirée législative se poursuit sur France 3 Lorraine avec un nouveau débat dans quelques secondes. Bonne soirée.